En tant que star du cinéma, Laura doit écouter des centaines de personnes lui présenter leurs idées de scénario. La plupart du temps, elles sont horribles, mais elle doit quand même sourire et hocher la tête pour éviter de les blesser. Un jour, lors d'une fête, son ex-mari Tony vient la voir et utilise un faux argumentaire pour lui reprocher de ne pas être assez présente dans la vie de leur fille. Laura est ambitieuse, sa carrière est donc sa priorité. Tony est scénariste et ancien alcoolique dont la dépression l'empêche d'écrire ces derniers temps. Une dispute s'ensuit et Tony demande à Laura si elle a eu un gâteau pour l'anniversaire de leur fille. Laura dit que oui, mais dès qu'elle part, elle dit à son assistant Christian d'aller vite chercher un gâteau. Laura est ensuite approchée par sa rivale Alba qui lui dit qu'un célèbre milliardaire nommé Snail a fait atterrir son jet privé à proximité car il va choisir une star pour son dernier projet. Les deux femmes veulent être sélectionnées et échangent quelques insultes. Lorsque Laura arrive à la réception, des tonnes de journalistes attendent à l'entrée. Elle s'approche du fils de Snail, Sebastian, et essaie d'en savoir plus sur le projet secret de son père, mais Sebastian refuse de dire quoi que ce soit. Au lieu de cela, il se moque d'elle parce qu'elle porte une très vieille montre. Il évoque également la mort récente de deux des personnes les plus riches du monde et se lance dans une diatribe sur le comportement des hommes âgés, y compris son propre père qui a accidentellement révélé qu'Alba était l'élu. Laura est dévastée mais doit garder le sourire devant les caméras. Après cela, elle retourne à la fête et doit rester silencieuse pendant que Sébastien et d'autres hommes parlent d'elle et d'Alba comme s'il n'était qu'une réflexion après coup. Quand les femmes trouvent un moment seul, Laura ravale sa fierté et félicite Alba en disant que si quelqu'un devait lui prendre le travail, elle est contente que ce soit elle. Alba lui serre la main et convient que les femmes doivent se serrer les coudes pour survivre dans cette industrie. Ce soir, Alba doit présenter un film devant une foule immense mais elle admet ne pas l'avoir vu. Alors Laura lui raconte un bref résumé de l'histoire. Cependant, cela s'avère être un faux complot et Alba s'embarrasse devant tout le monde, ce qui était le plan de vengeance de Laura. Plus tard, dans la voiture, Christian doit gérer tous les messages de colère de Sébastien. Laura reçoit un appel de Tony qui est à l'aéroport. Son vol a été annulé et le chaos a pris le dessus. Mais avant que Tony ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, l'appel se termine soudainement. Puis Christian vérifie les nouvelles et découvre que le pape est mort, ce qui fait de lui le troisième homme riche à mourir en quelques jours. Bientôt, ils arrivent à l'aéroport et Laura parvient à monter dans le jet de Snail en remplacement d'Alba, mais il la force à laisser Christian derrière eux. Alors que l'avion décolle, Laura discute avec un autre invité qui lui raconte la mort d'un autre homme riche qui s'est produite il y a quelques minutes. Ses dents extrêmement blanches font flipper Laura. Quelques instants plus tard, Laura est en appel vidéo avec Tony et leur fille Anna pour fêter son anniversaire. Cependant, Anna n'est pas contente que ses deux parents soient absents et raccroche sans souffler les bougies ni dire un seul mot. Puis Laura demande à Tony de signer les papiers du divorce mais leur dispute se termine par une promesse de se rencontrer au tribunal. Quand Laura va aux toilettes, elle vole des crèmes très chères. Sur le chemin du retour à son siège, elle remarque que les dents des autres invités brillent. Finalement, l'avion atterrit en Alaska et tandis que les autres partent en voiture, Laura est récupérée par un traîneau tiré par des chiens. Le conducteur prend son téléphone avant de lui donner des fourrures pour l'aider à affronter le froid. Pendant le voyage, l'homme lui dit que Snail développe son entreprise à une échelle très agressive et que tous les nouveaux travailleurs reçoivent des salaires incroyables sans parler de tous les avantages. À cause de la tempête de neige, ils n'entendent pas l'avion exploser. Le traîneau emmène Laura dans une colonie où Monsieur Snail accueille tous les nouveaux arrivants avec un discours sur les premiers colons de l'Alaska. Il a construit cet endroit pour les honorer et pour rappeler aux gens ces pionniers qui ont bâti leur fortune avec un travail acharné, ce qu'il démontre en utilisant une pioche. Tout le monde est invité dans une cabane pour boire un verre pendant que Snail continue de parler en disant que le monde est malade de fragilité et de paresse. Snail est fatigué de la nouvelle génération qui blâme les élites travailleuses, parce qu'il pense que les riches sont en fait la solution. Toutes les personnes qu'il a amenées en Alaska ont été choisies pour faire partie d'une nouvelle division indépendante de son entreprise qui se concentrera sur des intérêts sociaux comme les énergies renouvelables et la philanthropie. Laura signe volontiers le contrat qui lui accorde beaucoup d'actions et se joint à la célébration. Lorsqu'elle fait une pause pour fumer, Snail s'approche d'elle pour discuter et ils se lient d'amitié en ne comprenant pas leurs enfants. Il lui parle également d'une vente aux enchères au palais de Buckingham et veut qu'elle y aille pour commencer à faire des achats pour l'entreprise, insistant sur le fait qu'elle doit dépenser autant d'argent que possible. Avant de partir, il donne un livre à Laura et lui dit de le lire. Le lendemain, Laura quitte l'Alaska avec l'hélicoptère de Monsieur Yi et Snail. Elle vérifie le livre et remarque une citation sur le fait d'être riche au dos. Yi a reçu le même livre et il explique que Snail l'a envoyé en Sicile pour auditer les camps de réfugiés. Il fait une blague de mauvais goût sur l'esclavage qui met Laura mal à l'aise.
Pendant le vol, elle essaie d'appeler Anna mais elle ne décroche pas. Lorsqu'elle vérifie les nouvelles, elle est choquée de découvrir que le palais de Buckingham a été attaqué. Elle commence à chercher plus d'informations et apprend que des milliardaires et des dirigeants meurent partout dans le monde. Personne n'a d'explication, alors il les accuse d'attaques terroristes ou d'empoisonnement d'articles de luxe. Il mentionne la plutobie, qui est la haine envers les riches. Lorsque Laura arrive à Londres, la panique a envahi les rues. Christian la récupère et dit que tout le monde exagère en pensant que le roi est le seul indisposé. La voiture ne bouge pas car le chaos rend la circulation difficile. Alors Laura réfléchit à la situation et se demande si elle et Christian sont riches. Comparée à la grande élite, elle pense qu'elle fait techniquement partie de la classe moyenne. Malgré toutes les rumeurs d'attentats terroristes, la vente aux enchères a toujours lieu au palais de Buckingham. Laura commence à enchérir pour un tableau important mais elle est interrompue par un appel d'Anna. Elle panique car elle veut parler à sa fille mais ne pas manquer la vente aux enchères, alors elle offre 2 millions pour le tableau et le remporte. Puis elle se précipite dans une autre pièce pour boire un verre tout en parlant à Anna dont la voix n'est pas très claire à cause de l'électricité statique. Parmi les invités, Laura remarque un autre homme aux dents brillantes. Soudain, elle entend des cris et retourne à la salle des ventes pour découvrir le roi mourant. Les jours suivants, tous les médias sont remplis de discussions sur la mystérieuse grippe qui ne cible que les personnes les plus riches du monde. Il y a beaucoup de commentaires sur le terrorisme mais aussi de nombreuses théories du complot sur Internet. Bientôt, on découvre que les dents brillantes sont un symptôme de cette grippe. L'activité financière est suspendue et l'élite demande pour une protection spéciale. Christian pense que le gouvernement devrait rassembler tous les milliardaires au même endroit et les enfermer afin que le reste de la société puisse éviter une autre quarantaine. Laura reçoit un appel de sa mère qui l'informe qu'Anna reste avec elle en Espagne. Ensuite, Laura se rend au bureau londonien de l'entreprise où les employés portent désormais des masques. Sébastien est furieux que Snail lui ait donné un poste qui aurait dû être le sien et commence à tout détruire dans la pièce en la traitant de paysanne. Il révèle que son père l'a renvoyé et qu'il s'est enfui en Alaska après avoir entendu d'étranges rumeurs selon lesquelles il a brûlé la fortune familiale. Heureusement, Sébastien a détourné l'argent de l'entreprise vers son fonds privé afin de pouvoir survivre seul. Laura remarque que les dents de Sébastien brillent et décide de partir. Christian se précipite pour l'informer que le gouvernement a déclaré l'état d'urgence et que tous les vols sont annulés. Elle lui dit de lui trouver quelque chose de toute façon car elle est désespérée de retourner auprès de sa fille et conseille à Christian de quitter la ville dès qu'il le peut. Lorsqu'elle quitte le bâtiment, des soldats protègent l'entrée contre des centaines de manifestants. Elle monte dans une voiture de fonction et appelle son courtier pour vérifier ses actions. Le chauffeur entend cela et met rapidement un masque. Le courtier dit à Laura qu'en raison du chaos économique, ses actions ont augmenté et qu'elle est maintenant riche. Mais il ne peut pas célébrer compte tenu des circonstances. Ayant peur, Laura lui demande de vendre ses actions mais cela ne peut pas être fait car le marché est fermé. Ses seules options sont de dépenser l'argent ou de le donner. Puis Laura va à son appartement et commence à faire ses valises mais elle ne peut s'empêcher de s'arrêter devant le miroir pour regarder ses dents. À ce moment-là, quelqu'un sonne à sa porte et elle ouvre la porte pour trouver 3 soldats qui lui expliquent qu'elle a été choisie pour une protection spéciale. Elle peut rester dans son appartement ou être emmenée dans un endroit sûr et Laura choisit l'échelle. Cependant, lorsqu'elle va dans sa chambre pour récupérer son sac, elle s'échappe par la fenêtre et descend l'escalier de secours pour atteindre le parking avec sa voiture. Quelques instants plus tard, Laura quitte la ville et trouve des panneaux avec des graffitis demandant de tuer tous les riches pour contenir le virus. Finalement, elle trouve la route bloquée par trop de voitures et doit continuer à pied. Elle trouve ensuite Christian qui lui a obtenu une place dans un vieil avion privé. Les gens se battent pour monter à bord et un homme est tellement frustré qu'il jette le chien d'une dame qui finit par se faire percuter par un autre avion. Avant de partir, Laura prétend que Tony essaie de prendre toutes ses affaires lors du divorce et demande à Christian de s'emparer de ses biens jusqu'à ce que l'accord soit conclu. Cependant, il peut dire qu'elle essaie de lui transmettre sa fortune et s'en va sans rien signer. Une fois que tout le monde est à bord, l'avion décolle avec beaucoup de tremblements. Laura appelle Tony pour lui dire qu'elle sera à Barcelone dans 6 heures et apprend qu'il est aussi chez sa mère. Elle essaie de protester mais l'appel est interrompu par un mauvais signal. Puis les passagers commencent à discuter de la situation et cela dégénère immédiatement en une grosse dispute. Cependant, tout le monde commence à paniquer lorsqu'il remarque que l'homme qui lance le chien a des dents brillantes. Les autres passagers l'appellent infecté et essaient de l'attaquer. Alors l'homme se défend et commence à frapper les gens. Il tombe accidentellement sur un levier et ouvre la porte de l'avion mais cela n'arrête pas la bagarre. L'homme et le propriétaire du chien se saisissent le visage pour se blesser gravement et un autre passager en profite pour les expulser tous les deux de l'avion.
Une fois le vol terminé, calmée, Laura vérifie les nouvelles sur son téléphone et apprend que tous les milliardaires ont été mis en quarantaine. Beaucoup d'entre eux détruisent leurs biens les plus précieux en espérant que cela tiendra la maladie à distance. Les gens en ligne appellent le virus la grippe des riches. Finalement, Laura arrive en Espagne et se faufile hors de l'aéroport pour appeler Tony. En l'attendant, elle cherche le nom de Snail et trouve de nombreux articles disant qu'il a disparu sans laisser de traces mais que ses biens ont été détruits. Devenant suspicieux, Laura attrape le livre qu'il lui a donné et relit la citation. Elle réalise qu'il n'y a jamais eu de projet. Snail les a juste utilisés pour leur donner sa fortune en prétendant que c'était des salaires et en construisant la colonie. De cette façon, il pourrait cesser d'être riche. Laura crie de colère et jette le livre. À ce moment-là, Tony la récupère dans sa voiture. Pendant le voyage, il explique que la situation ici est la même. Tous les riches ont été emmenés et personne n'ose aller travailler. Quand il trouve la route bloquée par la police, Laura s'inquiète pour son sac qui contient ses bijoux et son argent. Tony la gronde avant de cacher le sac et d'arrêter la voiture pour que la police puisse faire son contrôle. Leur santé semble être bonne et alors qu'un officier s'apprête à regarder à l'intérieur de la voiture, un camion fonce sur la route et s'écrase contre la barrière de police, provoquant une petite explosion. Les officiers se précipitent pour s'en occuper. Laura et Tony profitent de l'occasion pour remonter dans la voiture et s'en aller. Dans la ville, des explosions se produisent partout et les gens se révoltent dans les rues tandis que le gouvernement essaie d'appliquer les protocoles d'urgence. Tony et Laura se rendent dans une petite ville dans les montagnes et trouvent des maisons avec des graffitis anti-riches sur les murs. Laura cherche Anna et la trouve en train de s'amuser avec d'autres adolescents tout en portant un t-shirt anti-riche. Une Laura furieuse ne dit pas un seul mot à sa fille et part à la recherche de sa mère, Martha, pour se plaindre d'avoir mis ses idéaux dans la jeune fille. Cependant, Martha rappelle à Laura qu'Anna est en sécurité grâce à elle. Ensuite, Laura rejoint le repas commun, mais tout le monde la regarde avec méfiance. Un homme gentil remarque sa montre et se souvient qu'elle l'a achetée avec son premier salaire, il est donc impressionné de voir qu'elle l'a toujours. Un autre homme souligne que le virus descend dans la hiérarchie sociale et se demande quand ce sera le tour de Laura. Cette nuit-là, Laura avoue à Tony qu'elle est riche et ce qu'elle a essayé de faire à Christian. Elle admet également qu'elle craint d'avoir déjà le virus et envisage de partir. À ce moment-là, le monsieur du déjeuner vient la prévenir que les locaux sont en colère et veulent qu'elle parte. Une dispute s'ensuit parce que Martha et Tony ne veulent pas qu'elle parte, mais bientôt une foule en colère entoure la famille alors qu'ils exigent que Laura parte. Quelques instants plus tard, toute la famille part ensemble sur un bateau. Martha dit qu'elle a un ami en Tanzanie qui vit hors réseau et peut les accueillir. Il y a un long voyage devant eux et pendant qu'ils naviguent, ils voient souvent d'autres navires essayer de s'échapper aussi. Ils survivent en pêchant et en récupérant de l'eau de pluie. Une nuit, ils entendent un bruit étrange et réalisent que c'est une femme flottant à bord qui demande de l'aide. Ils jettent immédiatement une corde pour l'amener à leur bateau et la nourrir. Son nom est Yolène et elle explique qu'elle était à la dérive depuis 6 jours. Soudain, un navire militaire apparaît à côté des familles, révélant qu'elles ont atteint la côte de la Libye. Les soldats expliquent que leur pays n'accepte pas de réfugiés pour le moment avant d'agir pour arrêter la famille et amarrer leur navire à celui militaire. Le lendemain matin, les navires s'arrêtent près de la côte d'une île africaine avant que les soldats ne disent au groupe de sauter dans l'eau et de nager. Lorsque le groupe essaie de protester, ils sont repoussés. Yolène et la famille nagent jusqu'à la plage la plus proche et trouvent un mémorial dédié à tous les migrants qui ont perdu la vie en mer. Le groupe fouille ensuite la zone et trouve un camp de réfugiés où une foule immense se rassemble autour d'une voiture de l'armée pour avoir une chance de prendre de la nourriture. Yolène se fraye un chemin à travers la foule violente et parvient à obtenir des provisions qu'elle partage avec la famille. Ensuite, des médecins effectuent un test rapide sur eux pour s'assurer qu'ils sont en bonne santé. Les gens sont séparés par lieu d'origine, alors Yolène est envoyée dans les tentes africaines tandis que la famille rejoint les autres Européens. Un soldat leur dit qu'ils ont perdu le contact avec le continent il y a 4 jours et que l'Afrique n'accepte que ses propres citoyens. Laura essaie d'expliquer qu'elle a donné beaucoup d'argent à des œuvres caritatives africaines, mais le soldat souligne que ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent ici. Cela signifie que la famille est coincée. En regardant autour d'elle, Laura est surprise de trouver Yi qui lui dit que les pays pauvres se portent bien tandis que l'Europe brûle. Il lui conseille de se mettre à l'abri et de ne pas sortir avant l'aube. Lorsqu'il enlève son masque, il révèle des dents brillantes. Cette nuit-là, Yolène et la famille quittent le camp et se cachent sous de vieux débris. Laura essaie de s'excuser auprès de Tony pour la façon dont leur relation s'est terminée, mais Tony reste silencieux, alors elle le force à lui montrer ses dents. Il s'avère qu'elle brille parce qu'il a signé le contrat que Christian a ignoré, il est donc l'actuel propriétaire de la fortune de Laura.
Le duo sort pour en discuter et Laura se met à pleurer tandis que Tony lui dit de protéger leur fille. À ce moment-là, deux hommes apparaissent et assomment Martha avant de kidnapper Anna. Suivant ces cris, Tony et Laura les poursuivent. Une fois qu'ils sont suffisamment proches, ils sautent sur les hommes pour les attaquer, mais Laura est facilement maîtrisée et Tony doit combattre les deux hommes lui-même. Il commence à frapper un homme au sol pour se faire poignarder en retour. Alors Laura pousse Tony et lui fracasse la tête avec une pierre. Puis elle se dirige vers l'autre gars pour lui infliger le même traitement, laissant sa famille sous le choc de sa sauvagerie. Au matin, le groupe retourne au camp et découvre qu'il a été complètement détruit. Il travaille avec les survivants pour construire un énorme bateau et quitter l'île complètement. Après avoir navigué pendant plusieurs jours sous une pluie battante, le bateau se rapproche enfin de la côte africaine. Cependant, un navire de patrouille apparaît et percute le bateau pour le détruire, envoyant tous les réfugiés à l'eau dans l'espoir de les noyer. Laura s'accroche à des débris tout en criant le nom d'Anna en vain. Après avoir dérivé pendant un certain temps, Laura et quelques réfugiés sont déposés sur la côte africaine par les vagues. La police arrive pour les arrêter tous. Alors Laura se met immédiatement à courir et traverse un tunnel dans un grand mur pour atteindre des bâtiments abandonnés. Elle se précipite de pièce en pièce à la recherche d'un endroit où se cacher et tombe sur une vieille dame qui accepte de lui prêter des vêtements. Ressemblant maintenant à une locale, Laura retourne dans les rues et les soldats ne la remarquent même pas. Elle retourne à la plage et trouve un groupe de locaux qui sauvent les réfugiés. Anna et Yolène sont saines et sauves, mais Martha est morte et ils n'ont jamais retrouvé Tony. Tous les réfugiés sont mis dans un camion et voyagent en tas pendant des jours. Après s'être arrêtés pour de la nourriture et de l'eau, ils doivent continuer à avancer à pied. Finalement, ils arrivent à une plage où les gens construisent lentement un village à partir de zéro. Les réfugiés sont obligés de mettre leurs biens personnels dans un bol pour qu'ils puissent être utilisés par tout le monde, et Laura n'a d'autre choix que de laisser sa montre bien-aimée aussi. À partir de là, Laura et les filles doivent apprendre à vivre de la terre et à aider la communauté. Un soir, Laura voit une femme porter sa montre et la suit pour conclure un marché. Elle veut qu'elle échange la montre contre de jolis coquillages qu'elle a collectés. Alors qu'elle sourit, ses dents commencent à devenir plus blanches. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.